Salut Lily! Salut Henriette! Alors, on a un magnifique sujet aujourd'hui dont on va pouvoir parler. Avant ça, je vais juste prendre le temps de dire bonjour à celles qui se sont présentées. Dans ce moment, il y a Joséphine. Salut Joséphine! Merci de nous rejoindre. Et pour toutes celles qui sont silencieuses, merci d'être là. On va avoir une belle conversation, un bon moment avec Lily. Alors Lily, le sujet aujourd'hui avec toi, c'est vraiment finalement du mode survie à la pleine puissance. Oui. Comment se choisir et oser incarner son authenticité. Donc, si on regarde un peu aujourd'hui avec cette conférence, l'idée, bien évidemment, c'est de partager tes stratégies, mais aussi d'offrir un modèle à toutes celles qui sont présentes pour ce séminaire. Un modèle pour les femmes sensibles, intuitives, créatives, qui ont envie de partager également leur message, de développer leurs entreprises comme nous le faisons en ligne. Alors, dis-moi un petit peu, dans ce que tu m'as partagé un petit peu par rapport à ton histoire, toi, ça se passe à partir de tes 34 ans où tu opères un tournant à 180 degrés. J'aimerais savoir un petit peu qu'est-ce qui se passe là pour toi à ce moment-là et qu'est-ce que tu appelles ce tournant à 180 degrés? L'élément déclencheur Oui. de ce changement radical de vie, c'est la découverte du yoga. Voilà. Le yoga entre dans ma vie et chamboule totalement ma vie à l'âge de 34 ans, pendant le confinement. Donc, c'est la toute première fois que tu finalement essayes cette activité, le yoga. C'est là, pour être totalement transparente, deuxième fois de ma vie, puisque la première fois, c'est à Bali, l'été précédent. Ouais. On part en vacances avec des amis et on se joint à un cours de yoga, d'ailleurs, dans un endroit dans lequel je suis retournée depuis des dizaines de fois parce que je suis retournée à Bali. Ouais. Et que c'est maintenant un de mes endroits préférés, mais ce jour-là, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là? Et au final, un an plus tard, Covid, je lance une vidéo de yoga sur une pause déj. À l'époque, je suis manager de second niveau en finance de marché chez BNP depuis 11 ans. Ouais, d'accord. Voilà, rien à voir. Ouais. Et ce jour où j'appuie sur play sur cette vidéo de yoga, ce sera le premier jour de ma deuxième vie, quoi, en fait. D'accord. Voilà. Qu'est-ce qui se produit pour toi quand pour cette seconde expérience de yoga? Qu'est-ce qui se produit pour toi? Ce qui se produit, c'est en posture de Shavasana, pour ceux qui connaissent ou pas, donc la posture allongée, là. Ouais. Je ressens et pourtant c'est après à peine un quart d'heure de pratique, je ressens un sentiment de bien-être profond, de calme, d'apaisement que sincèrement, je n'avais jamais ressenti de ma vie jusqu'alors. Jamais. D'accord, d'accord. Et ça vient juste comme ça, à cette posture-là, d'un seul coup, tu ressens ce calme. C'est après, de toute façon, c'est très connu que la posture de Shavasana, et c'est pour ça qu'on finit en Shavasana, c'est le moment où tu intègres tous les bienfaits de la pratique, où ton corps intègre et enregistre tous les bienfaits de la pratique. Donc, c'est à ce moment-là où juste, je pense, mon corps, effectivement, relâche, enregistre tout ce qui s'est passé et du coup, ressent ce sentiment de bien-être, ouais. J'adore ce que tu dis parce que je me souviens que je parlais toujours, moi, de l'événement déclencheur dans ma vie qui m'a fait faire mon 180 degrés. Et c'était, moi, le décès de ma mère. Et je disais tout le temps, avec le recul, c'est vrai qu'il y a eu le décès de ma mère, mais j'ai aussi commencé juste avant. Et je me rappelle que j'allais dans ces cours de yoga, je voyais toutes ces personnes en train de tenir ces différentes postures. Je n'y arrivais pas, je tremblais non-stop parce que j'avais pas la respiration, mon esprit était pas calme, et en fait, je savais même pas qu'il était pas calme. C'était juste impossible de faire des choses simples et je voyais toutes sortes de personnes, différents âges c'était pas une question de perfection. C'est pas forcément qu'ils étaient sur la meilleure extension ou quoi que ce soit, mais simplement, ils tenaient la posture alors que moi, j'étais là en train de trembler de partout. Et à la fin, effectivement, il y a la posture allongée, la fameuse Savasana. Et là, on me demande d'écouter ma respiration et ce genre de choses. Et c'est la première fois que vraiment je ressens également ce calme où finalement quelqu'un m'a fait prendre conscience de ma respiration. Donc, à partir de là, qu'est-ce qui se passe pour toi? Parce que là, tu dis c'est un 180. Quel est l'enchaînement pour toi? L'enchaînement, ça va très très vite au final. En parallèle de ma découverte du yoga, donc je découvre le yoga et c'est simple. À partir de ce jour de mars 2020, j'ai pratiqué tous les jours. Je pratique le yoga tous les jours, que ce soit juste de la respiration, que ce soit même pas sur mon tapis, mais maintenant le yoga fait partie tellement intégrante de ma vie, c'est un pilier de ma vie que je pratique même
hors du tapis. À partir de ce moment-là, le yoga fait partie intégrante de ma vie. Je pratique tous les jours. En parallèle, ma boîte initie un plan de départ volontaire. Je fais partie des postes éligibles. Et là, même si je n'ai absolument aucune idée de ce que je veux faire de ma vie, parce que je découvre le yoga un mois avant, je me dis, OK, je me lance. J'ai 12 ans d'ancienneté maintenant. Je prends ce plan, je pars avec des conditions financières très, très, très avantageuses. Donc, voilà, je postule. Je monte mon dossier, ça prend quelques mois, je continue de pratiquer le yoga et ma boîte accepte mon départ avec une date de sortie qu'un an plus tard. Donc au final, je quitterai mon job de salariat en juin 2021. D'accord. Et l'été de la même année, dès que je quitte ma boîte, je pars faire mon 200 heures, donc un teacher training pour enseigner le yoga. Donc ma première formation, parce que je ferai un 300 heures ensuite l'été d'après. Mais donc cette même année, je pars en Grèce l'été 2021 pour approfondir ma pratique personnelle et pouvoir enseigner le yoga, sans savoir si vraiment j'ai envie d'enseigner. Mais c'est tellement devenu un pilier dans ma vie et ça a tellement été transformateur pour moi à ce moment-là que je me dis, je veux approfondir ma pratique, je veux en connaître plus. Potentiellement, j'enseignerai derrière. Ok, là j'ai envie de parler un peu plus de, quand tu parles de transformateur, qu'est-ce qui a changé? C'est quoi la transformation avec le recul que tu peux nommer maintenant? Exactement, parce que c'est avec le recul que je nomme. À ce moment-là, au bout d'un an de pratique, un peu plus d'un an, j'ai encore pas vécu et approfondi cette transformation qui est aujourd'hui, il y a plein de choses qui se sont passées depuis, d'autres, mais à ce moment-là, un an plus tard, un an après le début de ma pratique de yoga, je ressens une complétude. Je ressens que j'ai enfin connecté à qui j'étais, en fait. Parce que le yoga, en plus de m'avoir transformée, c'est surtout qui m'a permis de guérir 25 ans d'anxiété. J'ai vécu 25 ans d'anxiété profonde. Est-ce que tu savais, disons-le directement, est-ce que tu savais pendant ces 25 ans-là que tu faisais de l'anxiété? Oui, clairement. J'avais mis des mots, je savais que je souffrais d'anxiété et que je souffrais d'hémétophobie. Donc, c'était un petit peu la phobie de vomir, qui a été surtout très violente et douloureuse entre mes 15 et 25 ans. Après, ça s'est un peu estompé. Mais j'ai toujours souffert d'anxiété de mon plus jeune âge jusqu'à mes 34 ans que je découvre le yoga. Voilà. D'accord. Alors, si on veut un peu décrire l'anxiété, parce que moi, je sais que j'en faisais oui, mais je ne savais pas. Vraiment, je ne le savais pas. C'est vraiment plus tard que j'ai compris que c'était de l'anxiété. Donc, qu'est-ce que toi, tu décris? Qu'est-ce que c'était l'anxiété pour toi? L'anxiété, c'est un symptôme. Donc, tu n'es pas, d'ailleurs, tu n'es pas du verbe naître ni du verbe être anxieuse. Ce n'est pas un trait de ta personnalité. Il peut y avoir des facteurs génétiques potentiellement qui accentuent ce symptôme, mais l'anxiété, c'est un symptôme. Et c'est un symptôme d'un système nerveux dérégulé. Donc, qui se manifeste par plein de manifestations justement différentes, des manifestations physiologiques, le cœur qui bat quand on est ça dépend dans quel état du système nerveux on est, mais quand on est en état total de dérégulation, on peut être soit en combat-fuite et là, palpitation, agitation interne, les mains moites, on est toujours sur le qui-vive, en hypervigilance, ou alors on peut être totalement l'inverse, donc en état de freeze, donc de figement, et là, déconnexion totale, dépersonnalisation, déréalisation, on est vraiment, on arrive quand même à fonctionner, parce qu'on n'a pas le choix, mais on est dans un état d'effondrement, d'épuisement intense. Voilà, c'est les deux états de dérégulation. Chacun de ces états de dérégulation a ses manifestations de l'anxiété. L'anxiété, c'est un symptôme de cette dérégulation. D'accord. Et au niveau des pensées, est-ce que ça affecte les pensées? Évidemment. Et on dit d'ailleurs que dans la théorie polyvagale, dans le fonctionnement du système nerveux et compagnie, on dit que l'histoire suit l'état. C'est l'état de ton système nerveux et de dérégulation profonde qui entraîne toutes les histoires que tu te racontes. Ton corps est tellement dans une réponse de survie constante que c'est ton corps ensuite qui envoie des signaux à ton cerveau que tu es en danger. Tu es en danger.
Tu es sans cesse sous une menace. Sans rentrer dans les détails, tout ça, ça vient aussi, l'anxiété, c'est un symptôme, la source, c'est des traumas. Et on est tous traumatisés. On a tous vécu des expériences traumatiques plus ou moins lourdes, mais on a tous vécu des expériences traumatiques qui entraînent cette anxiété. Ou pas, il y a des gens qui auront des expériences traumatiques et ne souffriront jamais d'anxiété, peut-être d'autres choses, mais bref. Et donc, je disais, je me suis perdue toute seule. On était sur la source qui était les traumas qui sont la base. Et que l'histoire suit l'état. Donc, c'est ton état de dérégulation et ton anxiété qui va envoyer des signaux à ton cerveau de je suis en danger, je suis sous la menace. Et là, tout un tas d'histoires que tu vas te raconter. Et en fait, tu vas te sentir et avoir des pensées, des ruminations mentales et des pensées de scénarios, catastrophes et tout ça parce que physiologiquement, ton corps se sent en danger. D'accord. Donc, ça se passe au niveau… Est-ce que tu dirais que ça se passe d'abord au niveau du corps et la pensée suit? Ok. Oui, totalement. Après, c'est un cercle vicieux. Ça se passe au niveau du corps. L'anxiété, elle est dans ton corps. Elle est physiologiquement ancrée, figée dans ton corps. Cette énergie de survie est bloquée. Ça crée de l'anxiété. Et ça te crée des pensées, des histoires que tu te racontes. Et évidemment, après, c'est un renourrissent de nouveau. Exactement. Et donc là, on peut voir le lien finalement avec le yoga qui est finalement une pratique physique d'abord. Somatique, exactement. Le yoga, c'est une pratique somatique, donc une pratique qui agit d'abord sur la physiologie et sur la connexion corps-esprit. Et c'est de par la respiration, la méditation, les pratiques posturales qui sont des pratiques et techniques somatiques qu'on agit sur le corps, qu'on vient libérer l'énergie de survie bloquée, qu'on vient accéder à ces émotions, à ces ressentis physiologiques. Bien sûr, il faut le faire d'ailleurs de façon, et moi je le fais dans mes accompagnements de façon très progressive pour pas surcharger le système nerveux et tout de suite qui passe d'hyperactivation ou de figement à un calme. Il faut y aller très progressivement, qu'ils ne se sentent pas surchargés et brusqués. Mais effectivement, c'est pour ça que le yoga, moi, m'a sauvée et que je l'utilise en premier lieu dans mes accompagnements. Parce qu'on agit d'abord sur le corps et que c'est vital, crucial, indispensable. Et c'est la première étape de revenir au corps quand on veut guérir et sortir de l'anxiété. D'accord. Donc, ce qui est intéressant ici, parce que là, on parle de yoga, moi, je sais que une des choses que je peux entendre, c'est que les gens ont parfois une résistance à toute forme d'exercice. Et quand tu dis le mot yoga, je ne sais pour quelle raison, ils associent ça à des choses complexes ou difficiles ou mystiques, on va dire. Il y a aussi l'aspect mystique aussi, spirituel et tout ça. Exactement, qui peut être associé. Comment tu définirais de façon vraiment très simple ce qu'est le yoga, étant donné qu'il y a tellement de bienfaits associés à cette activité, voilà. Pour moi, le yoga, c'est un art de vivre, c'est une philosophie, c'est une conception de vie, c'est une philosophie de vie, c'est une philosophie de vie. Le yoga, pour moi, c'est pas que une pratique posturale, c'est pas que de la méditation, c'est pas rester en tailleur assis en Bouddha pendant 2 heures. Non, c'est pas ça le yoga. Le yoga, c'est un art de vivre au quotidien qui te permet une transcendance et une transformation absolument profonde, physique, mentale, spirituelle, émotionnelle, énergétique. C'est une approche holistique traditionnelle qui, pour moi, est ultra puissante sur plein de plans. Et on n'est pas obligé de raisonner avec tous ces aspects. C'est ça qui est cool dans le yoga. Je raisonne qu'avec les exercices de respiration qui me ramènent du calme et de la sécurité dans le corps, très bien. Je raisonne qu'avec cet esprit méditatif, très bien. Je raisonne qu'avec l'aspect spirituel, philosophique, très bien. Je raisonne qu'avec la pratique posturale, il n'y a que ça que j'aime dans le yoga. Fine. Il n'y a pas de règle, tu prends ce que tu veux. C'est ça, exactement. Ok. Et dans ton cas, parce que comme tu dis, c'est la 2e fois, donc quand finalement le yoga transforme ta vie, c'est quand même la 2e fois que tu tentes cette expérience. Qu'est-ce que selon toi, qu'est-ce qui t'a rendu plus réceptive cette 2e fois par rapport à la première fois où tu as expérimenté le yoga? Je pense que c'est aussi l'environnement anxiogène dans lequel on se trouve. Et en même temps, le fait d'être en sécurité chez moi. C'est-à-dire que le fait qu'il y ait le Covid et que je me dise, il faut que je trouve peut-être un moyen, un échappatoire, de connecter. Donc déjà, il y a cette envie, je pense, profonde, peut-être pas forcément consciente, mais cette envie de déconnexion. Et en fait, le fait, parce que je suis aussi quelqu'un de très introverti, moi, je me recharge dans la solitude, quand je suis chez moi, quand je suis dans mes repères de sécurité.
Et en fait, le fait là que je sois pas à Bali au bout du monde, entourée de 50 pratiquants, mais que je sois seule dans mon salon sur mon tapis, je pense que c'est ça, c'est le combo de ces deux choses qui fait qu'à ce moment-là, mon corps, mon subconscient est prêt à recevoir un peu toute la magie du yoga, tu vois. Ouais. J'adore ce que tu dis parce qu'on penserait que, tu sais, le côté magique du voyage Bali avec son magnifique aurait été l'endroit qui serait peut-être le plus… alors finalement, non, c'est à la maison, dans ton univers à toi, simplement dans ton salon. Excellent. Alors, tu vois ici, avec ce que j'aime avec ce séminaire ici, c'est vraiment que j'ai rassemblé des femmes qui brillent par leur message, qui brillent par leur présence. Et dans ton approche, non seulement, bien sûr, le yoga est rentré dans ta vie, a transformé ta vie, mais ça t'a permis aussi d'aller créer ta propre méthode. J'aimerais que tu me parles un peu plus de cette méthode et comment tu en arrives à créer ta propre méthode. Ouais. Après le yoga, donc j'enseigne, je me forme, je fais un 200 heures, un 300 heures, j'enseigne le yoga en présentiel sur Paris. À l'époque, j'habite à Paris. Et ensuite, ça me vient comme une évidence que je veux rajouter un aspect plus cognitif, plus mental. Et donc, je me forme au coaching déjà, dans une école de coaching certifiée. Donc, je suis certifiée coach en début 2023. Et ensuite, je connaissais déjà la PNL, donc la programmation neurolinguistique, et je décide de me former en tant que praticienne PNL. La PNL, pareil, ça a été une vraie révélation. Je trouve cette approche ultra puissante, d'un plus, effectivement, même si c'est très holistique aussi, c'est une approche intégrée, on touche à l'émotionnel, au mental, à l'énergétique, au cognitif, mais effectivement, on la voit comme en plus avec le mot neuro-linguistique, forcément, et on le voit plus comme une approche cérébrale, cognitive, mentale, et je me dis, bon, en plus du yoga, ça peut m'aider à m'introspecter, à voir les choses différemment. Et effectivement, la PNL me transforme d'un autre point de vue, donc sur une perspective beaucoup plus mentale, cognitive. Je change mes comportements, je change ma façon de consommer, je change ma façon de voir les choses. Après, ça c'est aussi beaucoup le yoga, l'aspect spirituel du yoga, mais la PNL m'a énormément apporté en complément du yoga. Et en fait, ces deux approches m'ont transformée. Et ce qui est ouf et ce qui est beau aussi, c'est que je me rends compte à quel point, même s'il y a une approche très traditionnelle, moderne, qui vient d'Orient, d'Asie, et que la PNL, ça vient des États-Unis, approche moderne, voilà. En fait, il y a beaucoup, beaucoup de complémentarité. Et donc, je me forme à la PNL, continue à enseigner le yoga, et il me vient, pareil, comme une évidence qu'il faut que j'associe ces deux approches et ces deux méthodes pour permettre une transformation globale, profonde, intérieure, grâce à ces deux approches. Voilà. J'adore. C'est intéressant parce que quand tu crées ta propre méthode, je pense que c'est peut-être un truc justement que peut-être beaucoup d'entre nous, beaucoup des femmes, des personnes qui sont, présentes aujourd'hui, auraient peut-être un peu de mal. Justement, c'est de pas rester dans les lignes en fait. Tu sais, voici la certification que tu as, voici le diplôme que tu as, voici la technique qui t'a été enseignée. Bon, voilà, tu l'utilises comme telle. Qu'est-ce qui t'a amené à décider parce que je peux comprendre que l'évidence vienne, il faudrait que, mais comment t'en viens à te dire, oui, je fais ça et je le propose comme étant ma méthode? Est-ce qu'il y a eu de la peur avant de faire ça? Non. Ok. Parce que je fais tellement depuis 4 ans que j'ai découvert le yoga et j'étais pas comme ça avant. Je fais tellement les choses avec intuition et avec le cœur. Que quand c'est une évidence pour moi, non, j'ai pas peur. Je dis pas que j'ai pas peur de communiquer sur les réseaux, de porter un certain message, que j'ai pas certains blocages, certaines croyances. Bien sûr que si, je suis humaine, c'est la condition humaine que d'avoir des blocages et des croyances sur certaines choses. Mais au moment où je dis et où j'affirme et où je communique, je crée ma méthode et j'associe le yoga et la PNL, non, j'ai aucune peur. C'est une évidence pour moi. D'accord. Ouais. Alors, dis-moi un petit peu. Alors, du coup, quand tu dis comment passer du mode survie à la pleine puissance, est-ce que tu peux peut-être expliquer un petit peu plus ce que tu veux nous enseigner par là? Exactement. Ce que j'entends par là, et c'est en tout cas moi mon parcours personnel et c'est ce que j'ai vécu, c'est que je suis passée du mode survie en termes de choses. En termes de
de douleur quotidienne et de souffrance à cause de l'anxiété. Ouais. Et au-delà de ça, parce que j'étais victime et spectatrice de ma vie, totalement, en mode pilote automatique. Donc, je survivais physiologiquement déjà à l'anxiété. Je subissais tellement l'anxiété que physiquement déjà, je souffrais. Et je souffrais aussi du fait d'être totalement spectatrice en dehors. Je passais à côté de ma vie. Et je suis passée à la pleine puissance toujours si je prends ces deux prismes et ces deux perspectives, je me réapproprie mon corps, je sors de cet enfer de l'anxiété et de la souffrance physiologique. Et en plus de ça, je reprends une posture d'actrice et de responsabilité dans ma vie. Et c'est ça que j'entends par pleine puissance. C'est j'assume totalement la femme que je suis aujourd'hui, j'incarne pleinement mes valeurs parce que je me connais et je sais qui je suis maintenant profondément grâce à ce travail d'introspection avec le yoga, avec la PNL. Et en plus de ça, j'ai repris je suis créatrice et actrice de ma vie. Et c'est ça que j'entends par pleine puissance. D'accord. Donc, quand tu dis que tu subissais ta vie, en fait, c'est ça. Donc, il y a l'anxiété, la douleur quotidienne. Est-ce qu'il y avait autre chose en termes de, par exemple, le travail, parce que tu as dit de quitter ton emploi. Est-ce que le travail que tu avais était quelque chose dans lequel tu te sentais épanouie? Pas du tout. Je subissais tout. Absolument. Je subissais tout. Je ne me suis jamais... Enfin, c'était par période. Après, disons que la reconnaissance... même si ce n'était pas un job dans lequel je m'épanouissais, comme j'étais quand même bonne dans mon travail et reconnue par mes pairs et par ma hiérarchie, ça a suffi à me donner l'énergie nécessaire pour rester 11 ans. Et puis pareil, zone de confort, je veux dire zone de confort, sécurité financière, bon, voilà. Non, je n'étais pas épanouie dans mon travail. Donc, je subissais et physiquement mon anxiété et je subissais mon quotidien en mode pilote automatique total, quoi. J'adore. Alors du coup, si on devait prendre ça par étapes, disons, pour une personne qui est peut-être à cette étape-ci où elle ressent vraiment cette insatisfaction, peut-être qu'elle fait aussi des problèmes d'anxiété ou autre type de problème, comment est-ce qu'elle fait pour commencer à se choisir? Pour moi, déjà, il faut revenir, que ce soit pour l'anxiété ou autre chose, faut revenir au corps, faut repasser par le corps. Même si on parle pas de troubles anxieux, mais si on parle de aujourd'hui, je subis ma vie et je suis plus en phase avec moi-même, déjà, reviens à ton corps. Reviens à tes sensations. Qu'est-ce qui te fait dire que t'es pas épanoui dans ta vie? Où tu le ressens? Qu'est-ce que ça te déclenche physiologiquement au quotidien? Comment tu as envie de te sentir? Qu'est-ce que tu veux ressentir de différent? Donc déjà, revenir à l'intérieur, à sa dimension intérieure, peut-être même au-delà du corps physiologique, mais sa dimension intérieure. Revenir au qu'est-ce que je ressens aujourd'hui? D'accord. Est-ce que je suis heureuse, pas heureuse? Pourquoi? Est-ce que c'est juste un problème est-ce que c'est juste mes collègues au travail? Est-ce que c'est juste l'ambiance? Est-ce que c'est mon boss? Ou est-ce que vraiment c'est tout mon environnement qui va pas? Est-ce que c'est ma relation? C'est une question puissante, parce que souvent, on ne se pose même pas la question de savoir est-ce que je suis heureuse ou pas. Souvent, c'est OK, je suis pas, j'ai tous mes membres, j'ai un travail, j'ai une sécurité, je sais pas, moi, j'ai une famille. Voilà, c'est ça la vie, il y a des responsabilités, des factures. Mais la question, est-ce que je suis heureuse? Et comment je me sens? Ouais. Et déjà, se demander tous les matins, moi, c'est un truc que j'ai jamais fait en 35 ans, mais maintenant, je le fais tous les matins. Comment je me sens aujourd'hui? Tu prends des nouvelles de ta famille, de tes amis, tu demandes, et toi, ça va? Quand est-ce que toi, tu te prends ce temps et ce rendez-vous avec toi-même pour te demander si ça va? Comment ça va? Ce que tu ressens? Comment tu veux, qu'est-ce que tu veux ressentir aujourd'hui? Dans quel état tu veux te coucher ce soir? C'est essentiel de démarrer par là. OK. Alors, une fois qu'on a fait cet état des lieux, on sait, peu importe où nous mènent ce questionnement, on a des réponses claires par rapport à qu'est-ce qu'on peut faire. Donc, admettons, je reconnais que ça va pas bien là, je me sens pas bien, tous les jours, la vie est lourde pour moi. Alors, déjà, une fois que tu vas pas bien, quand tu prends conscience que tu vas pas bien, déjà, il faut, pour moi, c'est essentiel de te tourner. Si tu ne sais pas tout seul quoi faire, c'est essentiel de te tourner vers quelqu'un. Moi, j'ai été accompagnée par
que ce soit psychologiquement, dans mon business, j'ai été accompagnée, je suis encore accompagnée par plein de coachs ou de thérapeutes enfin, ça dépend quel type d'accompagnement, mais c'est ultra puissant ça va beaucoup plus vite d'être accompagné. Donc déjà, de se tourner vers des professionnels et de dire, voilà, aujourd'hui, j'ai besoin d'aide sur tel aspect parce que je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Après, t'as pas forcément... Tu peux faire cette introspection tout seul, mais en tout cas, à partir du moment où tu as détecté quelque chose qui n'allait pas, peut-être te faire accompagner si tu sais déjà vers qui te tourner. Si tu ne sais pas, continuer à te poser des questions et revenir à toi. Oui, je sais que quelque chose ne va pas. Je sais que ça ne me convient pas. Mais du coup, maintenant, qu'est-ce qui me convient et qu'est-ce que je veux? Parce que pareil, ça, c'est des questions qu'on ne se pose pas. Ouais. Qu'est-ce que je veux vraiment dans ma vie? Qu'est-ce que je veux ressentir dans mes relations? Qu'est-ce que je veux ressentir au travail? C'est quoi le travail pour moi? C'est quoi ma journée idéale? Qu'est-ce que je veux en fait? C'est quoi ma direction? C'est quoi ma vision? Et sans ça, parce que ça c'est pareil, c'est un travail qu'on fait dans mon accompagnement grâce à la PNL. Sans connaissance profonde de soi, c'est pour ça qu'après le corps et après avoir pris conscience que ça ne va pas, il faut revenir à la conscience et la connaissance de soi. Qui je suis? Quelles sont mes valeurs? Quels sont mes désirs, mes aspirations? Qu'est-ce que je veux dans la vie? Sans ça, pas de vision, pas de direction. C'est comme si tu montes dans une voiture. Il y a un GPS, mais tu ne sais pas où aller. Tu lui dis, emmène-moi quand même. Mais tu ne mets pas d'adresse. Ouais. C'est intéressant. Écoute, moi, je me souviens qu'à une époque, justement, pendant mon 180, parce que c'est pas, dans mon cas, ça s'est pas passé, genre, je suis passée de quelque chose à autre chose, absolument pas. Je suis devenue quelque chose d'autre, mais ça a pris un temps et j'aimerais parler d'une phase qui est vraiment particulière que j'ai vécue. C'était la phase où j'ai la sensation, en fait, de naviguer dans un brouillard complet. Je sais que je ne veux plus ça, donc je l'ai quitté. Et là, du coup, tout le reste est inconnu. Et même si j'ai une idée de ce que je veux, tout ce qu'il y a devant moi est juste inconnu. Donc, tous les jours, je me réveillais avec cette sensation de je suis libre, il y avait une légèreté, mon corps était guéri complètement. Mais par contre, un brouillard, mais épais devant, j'avais aucune idée de où est-ce que j'allais. Enfin, je savais ce que je voulais, mais je voyais pas. Donc, je sais pas si tu vois ce que je veux dire là. Mais c'est pour ça que pour moi, il faut revenir à cette connaissance profonde de soi. Et il y a des outils absolument géniaux et puissants en PNL pour redéfinir ton système de valeurs. Déjà, c'est ça. C'est quoi tes valeurs fondamentales? Moi, c'est un truc, avant de le faire en PNL, je n'avais aucune idée. J'étais incapable. On me dit, c'est quoi tes valeurs? Je ne sais même pas si j'aurais réussi à définir valeurs. Aujourd'hui, je sais. Mes valeurs, c'est l'authenticité, la liberté, l'évolution, la conscience, la présence. C'est très, très clair. Effectivement, quand tu es dans un brouillard, et j'ai été dans ce brouillard aussi, du coup, pour éclaircir pour éclaircir l'horizon, il faut comment dire, avancer pas par pas. Et avancer pas par pas, ça veut dire se connaître. Donc, connaître ses valeurs. Ensuite, connaître ses désirs, ses aspirations. Qu'est-ce qui m'anime vraiment? Qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce que j'aime dans la vie au final? Pas qu'est-ce que les autres attendent de moi, que j'aime, que je fasse. Qu'est-ce que moi, vraiment profondément, c'est quoi ma vérité? C'est quoi mon plaisir? C'est quoi ce qui m'anime? Donc, il faut revenir à soi. Effectivement, tant que tu n'as pas fait ce travail de connaissance de soi, et attention aux connaissances, pareil, parce qu'on peut être très vite tenté de rester dans l'immobilité. Donc, pendant 3 ans, tu apprends à t'introspecter, c'est génial. Quelles sont tes valeurs? Tu commences à avoir une vision un peu à plus long terme, puis tu commences à poser des jalons et tout. Mais sauf que tu n'avances jamais. Non, par contre, c'est ultra important, à côté de l'introspection, de passer en action. Moi, j'ai fait mon ikigai, je me suis beaucoup introspectée via le journaling, via plein d'outils. Par contre, je suis passée à l'action. J'ai quitté ma boîte. Je me suis inscrite à cette formation de yoga, j'y suis allée. Et c'est dans l'action aussi que tu saisis les opportunités. Donc, s'introspecter, c'est ultra important. Passer à l'action, c'est important. Et là, tu peux me dire, oui, mais passer à l'action pour faire quoi? Alors, au pire, si tu es toujours dans le flou et tu ne sais pas quoi faire, teste une nouvelle activité, va à un cours de danse, quelque chose quand même qui te fait plaisir, tu vois. Plus tu sors, plus tu commences petit à petit à élargir cette zone de connu et de confort, plus tu fais des choses nouvelles et plus tu vas voir à quel point l'univers est tellement bien fait, les opportunités, elles vont arriver à toi.
Tu vas parler à une personne qui va te parler d'un sujet qui résonne pour toi, qui va te présenter à une autre et qui va pourquoi pas, t'inviter à un événement. Faire des choses qui sortent de ce que tu fais tous les jours. Yes, exactement. Tu peux pas changer, rien ne change si rien ne change. Enfin, rien ne change si rien ne change. Rien ne change. C'est la conférencière d'avant, elle avait une phrase qui disait le chemin, c'est le chemin. Genre, le chemin, c'est le chemin. C'est marrant, mais en même temps, tu comprends. Rien ne change si rien ne change, parce qu'effectivement, essaye quelque chose, n'importe. Moi, je sais que c'était vraiment ça. J'ai essayé des choses qui, des fois, avaient complètement, mais j'avais un intérêt, donc je me suis dit pourquoi pas. Et c'est vraiment, et puis bon, il y a des choses qui se sont éliminées, et puis ce brouillard est devenu de plus en plus fin, parce que à force d'essayer des choses, j'ai obtenu des réponses. Exactement. Et ça j'aime pas, ça j'aime, mais dans cette condition, ça j'aime, et puis voilà, au bout d'un moment, quelques années, ça devient très très clair. Maintenant, il y a une autre partie, comme tu dis, action, action, action. Si on parle maintenant de l'aspect de oser incarner maintenant, parce que maintenant que tu sais, ça c'est c'est encore une autre étape là, de oser l'être maintenant. Ça c'est un gros travail aussi. C'est important quand tu te connais, tu commences à passer à l'action, pareil, de fixer tes limites. Sans fixer et sans maintenir tes limites, tu oseras jamais rien, de toute façon. Donc, de toute façon, il est indispensable. Et malheureusement, dans ce chemin de transformation, tu vas perdre des gens. Tu vas en gagner, mais tu vas en perdre aussi. Parce que incarner une nouvelle version de toi, ça va brusquer certaines personnes qui te connaissent sous une certaine identité depuis des années. Et c'est ça d'ailleurs le plus dur. Moi, je le vois aussi dans mes coachings. Les personnes ont du mal à passer à l'action aussi parce qu'elles savent pertinemment que ce changement va faire peur aussi à leur entourage. Et c'est ce qui bloque parfois certaines personnes à oser changer. Est-ce que toi, tu l'as vécu personnellement ? Non, parce que alors moi, ça, je pense que c'est dans ma personnalité. Moi, je n'ai aucun mal à dire ça ne te plaît pas, c'est pas grave. Donc, pour tout le monde, il n'y a pas de catégorie, qui que tu sois. Moi, famille, pas famille, ami, pas ami, si t'es pas content, c'est pareil. Moi, j'y vais en fait. Donc, mais est-ce que tu en as perdu des personnes ? Oui, tout à fait. Et j'ai pas de souci avec ça. Une fois que tu es connecté à ton authenticité, à tes valeurs, et que tu as pris, puisque c'est une décision aussi à prendre à un moment donné, en fait. Je prends la décision ferme et définitive que je me fais passer en priorité et je me choisis aujourd'hui. C'est ma vie, en fait. C'est ma vie. C'est ma vie. Totalement. Voilà. Tu sais, quand tu racontes cette phase, moi, je sais que en traversant cette période où justement l'affirmation de soi et puis de ses limites, moi, ça m'a vraiment fait, quand j'ai un 180, c'est-à-dire que tout mon entourage a également changé, absolument la totalité a changé suite à cette, ça n'a juste plus marché avec les personnes. Alors, c'est marrant parce qu'à cette époque-là, ma lecture de la situation, c'était que on avait, donc, comment dire, mes valeurs s'étaient affirmées et donc je me rendais compte qu'en fait, j'avais pas vraiment de valeurs communes avec eux. Et donc, c'est ce qui a fait le clash qui fait que, je me suis, complètement, nos chemins se sont séparés puis chacun a évolué de leur côté. Mais aujourd'hui, je te dirais qu'avec le recul, parce qu'avec le temps, tu sais, tu revisites les situations. Juste une phrase que je dis tout le temps, genre, j'ai changé complètement. Il y a quelque chose maintenant, aujourd'hui, quand je pense à ça, c'est comme, non, j'ai pas changé complètement. Il y a une part de moi qui s'est affirmée, mais la part qui était là avant, elle revient maintenant aussi. Tu vois ce que je veux dire dans ça? C'est toujours moi, tu vois, c'est juste, c'était il y a 10 ans, puis il y avait une part de moi que j'avais mis en mute, on va dire, en sourdine pendant quelques années, qui finalement revient passer la quarantaine. Donc finalement, c'est juste mais par contre, par rapport à cette situation, je réalise que c'était un manque d'expérience pour moi, qui avait en fait la sensation, qui voulait garder mes amis, la peur de me retrouver seule. Et comme je ne pouvais pas amener ces personnes avec moi parce qu'elles n'étaient pas sur le même chemin, ça a créé un clash qui était absolument pas nécessaire. Ça aurait pu être très calme et voilà, on aurait même pu rester en contact. J'aurais juste pu grandir de mon côté. Mais il a fallu que ce soit une coupure vraiment dramatique dans mon cas. Ouais, très dramatique parce que à ce moment-là, c'était la peur en fait, dans mon cas, de continuer sur mon chemin seule.
Et donc, ça demandait cette espèce de clash-là. Mais donc, est-ce que toi, quand tu travailles dans tes accompagnements, est-ce que c'est quelque chose que tu observes? Est-ce que ça se passe dans des drames ou est-ce que ça se passe en général calmement, tout ça? C'est quoi que tu observes en général? Ouais, j'essaye vraiment d'accompagner les personnes à prendre conscience que immuablement, il peut, c'est pas toujours, mais il peut y avoir justement des fins de relation. Mais je les accompagne pour que ça se passe entre guillemets bien. C'est-à-dire que ce soit pas fait dans le drame ou dans la coupure nette, ou des choses comme ça, mais que plutôt au-delà d'accompagner certaines fins de relation, c'est surtout, comme tu disais, d'accompagner l'affirmation de soi et le fait d'oser s'incarner, et en fait de prendre conscience que c'est pas moi qui suis responsable de comment réagit l'autre. C'est-à-dire que moi, je suis juste responsable de faire comprendre à l'autre que j'ai évolué sur mon chemin. Soit cette personne continue de me tenir la main parce qu'elle a envie d'évoluer avec moi, soit elle est plus du tout, comme tu disais, en ligne avec moi, et il faut que je fasse, entre guillemets, le deuil de cette relation. Après, t'es pas obligé de couper totalement. Ça peut être juste une relation aussi, un rapport qui change avec la personne, quoi. Mais non, jusqu'ici, je n'ai pas, j'ai pas eu de coachés qui ont vécu des drames dans leur évolution. Elles ont soit eu la chance d'avoir des personnes qui évoluent en même temps à côté d'elles, soit le changement et le changement de rapport de relation se fait de façon fluide et naturelle. Excellent, excellent. Donc, en fait, c'est ça l'avantage quand tu es accompagné, c'est que tu as le regard d'une personne qui a l'expérience sur la situation. Exactement. Et qui est en mesure de t'éviter certaines douleurs qui ne sont pas essentielles à cette expérience du tout. Exactement, de t'accompagner, de te soutenir dans chaque aspect de cette évolution, ouais. Tout à fait. Ouais. D'ailleurs, justement, vu qu'on est justement en train de parler d'accompagnement, tu as aussi un bonus que tu offres qui fait partie pour ceux qui vont dans l'accès VIP, qui s'appelle, c'est un atelier pour réduire l'anxiété et favoriser l'ancrage. Est-ce que tu peux parler un petit peu de ce bonus, s'il te plaît? Tout à fait. C'est un atelier d'1 heure dans lequel justement, j'utilise ma méthode Yomé qui combine le yoga et la PNL avec des protocoles bien spécifiques Yomé où je mixe les techniques. Donc, il y a un exercice de respiration, il y a un peu de journaling avec 3 questions très puissantes pour aller au contact des mécanismes et des déclencheurs de son anxiété. Il y a de la méditation, il y a une visualisation, il y a un peu de tapping aussi de EFT pour l'aspect énergétique. Voilà, je mixe plusieurs de mes techniques pour favoriser l'ancrage et venir au contact des déclencheurs et des mécanismes de son anxiété pour favoriser la sécurité, ramener de la sécurité et de l'ancrage dans le corps et dans l'esprit aussi. Voilà. Excellent, excellent. Donc ça, c'est un des bonus que tu as. Et donc, si je comprends bien aujourd'hui, parce que en regardant justement ton actualité, aujourd'hui, tu t'es vraiment spécialisée dans l'anxiété, donc le traitement de l'anxiété. Oui. Okay. Est-ce que tu peux nous partager un petit peu qu'est-ce qui t'a amené, parce que finalement avec le yoga et puis la PNL, il y a différentes choses sur lesquelles on peut travailler. Qu'est-ce qui t'amène à l'anxiété en particulier, toi? Il y a beaucoup de choses parce que j'ai accompagné sur plein de problématiques. J'accompagne beaucoup sur la reconversion aussi parce que bon, effectivement, vu que c'est quelque chose que j'ai vécu, j'accompagne pas mal j'ai accompagné. Il me reste une coachée là-dessus. Ensuite, j'arrête parce que je passe vraiment sur que mon programme Zéro Anxiété. C'est en expérimentant et c'est en accompagnant que je me rends compte de ce qui vibre vraiment pour moi et surtout ce dans le quoi je suis le plus dans le flow et là où je suis vraiment dans ma zone de génie entre guillemets. Ouais. Et l'anxiété, c'est quelque chose que j'ai vécu pendant 25 ans et ça me touche profondément. Ça me prend aux tripes, ça me prend au cœur. Ouais. Et je sens et j'ai senti comme une évidence que je voulais accompagner principalement et surtout rayonner mon message sur cette problématique-là. Ouais. Que
j'ai vécu moi-même cette transformation et je sais aujourd'hui, je suis la preuve incarnée que c'est possible. Sortir d'un état vraiment de survie, enfin, je vais pas rentrer dans les épisodes les plus sombres de ma vie, mais bien sûr que j'ai eu des pensées suicidaires, bien sûr que j'ai été vraiment au bout du bout. Hein. Donc, tu avais vraiment une anxiété très forte, très aiguë en fait, alors. Au-delà de l'anxiété, j'avais une phobie en fait. Et c'est ma phobie qui était très, 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 très profonde et violente et qui m'a amenée dans des épisodes anxieux très, très sombres. Ouais. Et je suis la preuve incarnée que c'est possible de sortir de 25 années d'anxiété et 10 années de phobie et de pouvoir affirmer aujourd'hui que ça fait plus de 4 ans que je n'ai pas fait une seule crise d'angoisse, alors qu'avant, rien qu'à la vue d'un avion, je pleurais. Aujourd'hui, je prends l'avion sans aucun souci. Donc, je sais qu'il y a énormément de personnes qui souffrent au quotidien d'anxiété, d'angoisse, de phobie, de peur irrationnelle, d'anxiété anticipatoire. Et je sais à quel point c'est possible d'en guérir et de s'en libérer totalement et naturellement sans passer par les anxiolytiques, les médecins, les psychiatres. Donc aujourd'hui, je le ressens fort que c'est ma mission d'accompagner des personnes à vivre cette même guérison et cette même libération. Et si je te demande de me partager ta vision, ton utopie, en faisant ce travail, en aidant les personnes à se libérer de l'anxiété, à reprendre, tu sais, à revenir en contact avec... C'est quoi ta vision? Qu'est-ce que tu espères apporter par ton travail à ce monde? Alors, ma vision, elle est encore même plus large que ça, parce que si je le pouvais dans un second temps, j'aimerais, moi, complètement révolutionner le système éducatif et scolaire et sensibiliser dès le plus jeune âge, justement, à la santé mentale, au bien-être, au développement personnel de façon plus globale. Pour au-delà de l'enseignement, enfin au-delà de l'apprentissage des mathématiques, de l'histoire et de compagnie, surtout apprendre à connaître en fait qui tu es, apprendre à traverser tes émotions dès le plus jeune âge. Parce que comme je le disais en début d'intervention, l'anxiété c'est un symptôme et c'est un symptôme qui est lié à des traumatismes. Traumatisme, ça veut pas forcément dire un accident de voiture horrible, un viol, voilà, c'est pas forcément ça. Le traumatisme n'est pas, c'est ce que dit Peter Levine, le traumatisme n'est pas dans l'événement, le traumatisme est dans ta réaction à l'événement. Deux personnes qui vivent le même accident de voiture, t'en as une qui va se lever le lendemain, qui va retourner au travail sans aucun souci, donc un accident de voiture léger, entre guillemets, qui tombe. L'autre pourrait être traumatisé toute sa vie, rentrer dans des crises d'anxiété profondes. Donc, tout ça pour dire que l'anxiété, c'est un symptôme qui vient d'un traumatisme. Souvent, très souvent, beaucoup de traumatisme dans qu'on appelle traumatisme développemental, donc dans la petite enfance. Et c'est pour ça que dans mon monde idéal, de façon utopique, j'aimerais pouvoir intervenir dès le plus jeune âge, sensibiliser dans les écoles les enfants et pouvoir accompagner des blessures et des traumatismes de l'enfant pour lui éviter en fait plus tard déjà d'avoir à gérer de l'anxiété. En fait. À gérer l'anxiété, exactement. Regardons un petit peu ce que dit Sabrina. Je trouve ça intéressant. Elle laissait un commentaire par rapport justement au fait de couper. Elle dit laisser des personnes derrière, pas toujours simple, avec ma sensibilité et mon humanité. Qu'est-ce que t'en penses de ça justement? J'entends tout à fait. Alors, à côté de ça, c'est marrant parce que je suis hypersensible, mais vraiment. On est des êtres sociaux et effectivement, plus on est sensible et plus on est connecté en fait aussi à l'autre. On est des êtres sociaux et qu'est-ce qui fait qu'on a du mal à laisser des gens derrière nous, entre guillemets? On a un besoin, mais c'est primaire. Hein, c'est notre cerveau reptilien. On a ce besoin primaire, vu qu'on appartient à une tribu, à un groupe, d'être reconnu et d'être aimé. C'est très, très compliqué. Je l'entends tout à fait et je le comprends. C'est très, très compliqué de laisser partir quelqu'un. Surtout si en plus tu rajoutes là-dessus blessure de rejet ou d'abandon que tu as vécu enfant. Si en plus tu es sensible et que effectivement, alors après c'est vrai qu'on soit sensible ou pas, c'est dur vu qu'on est des êtres sociaux de laisser partir les personnes.
Mais après, laisser partir certaines personnes, ça veut aussi dire faire de l'espace pour de nouvelles. Et laisser partir certaines personnes, ça ne veut pas dire non plus que c'est forcément à jamais, que ça doit se faire comme tu disais, dans le drame et dans la douleur. C'est ça. Pas du tout. Il y a un moment, c'est aussi accepter que certaines personnes ont fait partie de notre vie, on fait un bout de chemin avec nous, mais que rien n'est voilà, est définitif, et que, en tout cas pour moi, c'est le sens aussi de la vie et le cycle de la vie que de laisser partir certaines relations, d'en nouer de nouvelles. Et ça ne doit pas forcément se faire dans la douleur. Si c'est bien accompagné, si la communication est là, et on le fait aussi beaucoup avec la PNL, elle aide beaucoup sur cet aspect relation et communication. Si c'est bien fait, bien communiqué, c'est pas forcément compliqué. Enfin, en tout cas, on accepte et on lâche prise beaucoup plus sur ce fait de devoir laisser certaines relations pour en nouer de nouvelles. J'adore ce que tu dis. Tu sais, moi, ce qui m'a aidé, parce que l'hypersensibilité, je pense, c'est la raison pour laquelle je fais cet événement comme ça, pour parler aux femmes sensibles. Souvent, on a l'impression que notre sensibilité peut, en fait, c'est ça, c'est quelque chose qu'on a et qui est parfois comment on appelle ça, pas un handicap, mais c'est pas un point fort, tu vois, et que ça peut nous rendre les choses plus difficiles. C'est tellement l'inverse. Je suis à 100% d'accord. Et une des choses qui, moi, m'a aidée par rapport à ma sensibilité à pouvoir faire ce genre de décision, c'est la compréhension que mettre des distances avec une personne ne veut absolument pas dire cesser de l'aimer. Parce que moi, il était là le conflit. J'arrivais pas à arrêter d'aimer, tu vois. Alors, tant que je peux pas arrêter d'aimer, donc je dois garder la personne près de moi. Et en fait, dès l'instant où j'ai juste compris qu'en fait, mettre des distances ne voulait pas dire cesser d'aimer la personne. Tu peux aimer la personne de tout ton cœur, mais non, c'est pas la personne à avoir. Tu n'as pas besoin de l'avoir tous les jours. Elle n'a pas besoin de vivre avec toi. Elle n'a pas besoin d'être, tu vois. Donc, ça a totalement, en fait, ce que ça a donné, c'était un énorme sentiment d'espoir. Donc, à chaque fois qu'une relation prenait fin, peu importe le type de relation, amitié, amour, quoi que ce soit, prenait fin, plutôt que d'être triste et là où j'ai perdu quelque chose, vu que l'amour, je pouvais maintenant le garder et que elle pouvait rester à vie d'ailleurs, bah, c'était super. C'est juste, je suis en paix avec ça. Mais totalement. J'avais avec un espoir incroyable parce que je restais la personne qui aime. En fait, j'avais pas besoin de dire au revoir à la personne qui aime. J'étais la personne qui aime. Je partais avec cet amour et puis voilà. Maintenant, il y a de l'espoir pour éventuellement rencontrer de nouvelles personnes, tu vois. Exactement. C'est comme le deuil. C'est comme le deuil après avoir vraiment perdu quelqu'un qui décède. Effectivement, si tu gardes cet amour et cette connexion et cet espoir en toi, le lien au final ne disparaît jamais. Non. Donc c'est aussi, je pense, un changement de perspective sur la relation. Ouais, tout à fait. C'est ça. Je peux voir que Sabrina, ça lui a fait du bien. Gratitude, la vie, la mort et la naissance. Bah oui, ce sont tous les cycliques et la vie. Ouais. On fait partie de la nature et du cycle de la nature et de la vie, ouais. Exactement. En tout cas, j'ai vraiment adoré notre conversation. Je reste terminer avec quelque chose. Je sais que je t'avais fait enregistrer une vidéo un petit peu avant cette conférence, avant ce séminaire, mais j'aimerais vraiment là maintenant, après cette conversation qu'on vient d'avoir, si je te demande là maintenant pour finir, ça veut dire quoi briller pour toi? C'est toujours plus ou moins la même chose, mais ouais, non, pour moi, briller déjà, c'est s'aimer en fait. C'est ça, je l'ai dit, pour moi, briller, tu ne peux pas briller et rayonner si déjà tu n'es pas pleinement en amour et en acceptation de toi. Donc briller, pour moi, déjà, c'est s'aimer pleinement, inconditionnellement, dans toute son authenticité, dans toute son entièreté. Voilà, briller déjà, c'est ça. Briller, c'est connecter à l'autre. Briller, c'est pas que pour soi, mais c'est aussi inspirer. Briller, c'est rayonner son message, c'est rayonner son authenticité. Et je pense que si tous on s'autorisait justement à briller et rayonner sa singularité, son unicité, son authenticité, le monde serait bien plus lumineux, justement. Yes. Alors, je suis tellement contente, Lily, parce que j'adore ce que tu as apporté aujourd'hui et je pense que
es un excellent modèle parce que tu brilles, tu partages ton message, tu as ta vision. Et vraiment, j'espère que cette vision puisse réellement s'accomplir parce que oui, je pense aussi que notre système éducatif et nos jeunes ont besoin d'avoir ce regard sur eux-mêmes. Ça manque encore en ce moment. Donc, merci d'avoir partagé cette vision. Merci d'avoir accepté mon invitation pour ce séminaire. Et merci à toutes celles qui étaient là aujourd'hui. Est-ce que tu as un dernier mot avant de terminer ? Je te remercie à toi aussi de m'avoir invitée. Je suis honorée d'avoir eu cette conversation avec toi aujourd'hui en espérant, parce que ce qui fait partie de ma vision aussi, c'est que même si cette conversation n'aura inspiré, touché, résonné qu'une seule personne, c'est déjà énorme. Total. Donc, merci pour ça. Total. Et je suis persuadée que là, aujourd'hui même, tu as déjà touché au moins une personne et tu resteras dans son esprit.